La solitude de l'ethnologue, c'est un thème classique, car dans les manuels d'ethnologie, il y en a qui ont parfois été rédigés par des gens qui n'ont pas fait de terrain, mais enfin, ça ne sait rien. Et on conseille à l'ethnologue de toujours être seul. L'ethnologie, c'est l'étude d'un terrain par un homme seul, donc d'un groupe de taille suffisamment modeste pour qu'un seul individu puisse espérer en faire un peu le tour. Ce départ de l'ethnologue traditionnel, vers les sociétés lointaines, c'est un parcours singulier et dont j'ai senti la prégnance particulière lorsque je suis parti pour la première fois en Afrique. J'ai eu le sentiment de me trouver à peu près à mon aise dans cette place indéfinie où on observe les autres d'autant plus facilement qu'on se considère soi-même comme un autre. C'est au moment où on se sent un peu étranger à soi-même et à ce qui vous entoure qu'on se sent un peu ouvert à l'observation des autres. C'est un peu tout le contraire de l'ethnocentrisme. On accuse parfois les ethnologues d'avoir eu un regard ethniquement marqué sur les autres. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas parce que celui qui arrive dans un groupe un peu éloigné est tellement séparé de son entourage normal que je le vois mal porteur de valeurs qu'il distribuerait sur l'observation des autres. Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, fait à ce propos une remarque qui m'a paru à la fois juste et ambiguë. Il écrit à propos de l'ethnologue, je le cite, ça nous servira d'introduction, « Ses conditions de vie et de travail le retranchent physiquement de son groupe pendant de longues périodes. Par la brutalité des changements auxquels il s'expose, il acquiert une sorte de déracinement chronique. Plus jamais il ne se sentira chez lui. Il restera psychologiquement mutilé. Comme les mathématiques ou la musique, l'ethnographie est l'une des rares vocations authentiques. On peut la découvrir en soi, même sans qu'on vous l'ait enseignée. » Alors, je trouve ces phrases de Lévi-Strauss tout à fait suggestives, mais un peu contradictoires, parce que ce que l'on découvre en soi, est-ce que ça n'est pas besoin, justement, ce besoin de déracinement chronique? Car Lévi-Strauss en fait plutôt l'effet du séjour sur le terrain. Il acquiert une sorte de déracinement chronique. Et comme les mathématiques ou la musique, pourtant, l'ethnographie est une des rares vocations authentiques. Je crois donc qu'il y a quelque chose au départ qui pousse un individu à sortir de lui pour aller essayer de rencontrer les autres. Si on peut parler de solitude de l'ethnologue, c'est peut-être parce qu'il ne suffit pas de sortir de soi pour trouver les autres. Et donc, on risque de se trouver dans un entre-deux. Mais ce besoin de sortie de soi ne naît pas de l'expérience, il en crée les conditions. Cela dit, qu'il y ait une vocation de l'ethnologue, j'en suis persuadé, mais celle-ci peut prendre plusieurs visages. L'écriture est l'un d'entre eux, l'écriture en général, et pas seulement l'écriture ethnographique, dont la finalité reste quand même la production d'un texte. Mais l'ethnologie passe par une expérience originale et spécifique de relation avec soi et avec les autres. On peut s'interroger de ce point de vue d'ailleurs sur la notion de vocation. Elle oscille entre celle de don inné, qui renvoie au passé, à la nature, et celle d'œuvre ou d'accomplissement, qui met en jeu l'avenir et la culture. Il en est de la vocation comme du destin. On ne peut les invoquer que rétrospectivement, quand on se retourne sur le chemin parcouru et qu'on cède à la tentation biographique de le penser comme inéluctable. Dans l'ordre de la vie, ce qui définit la vocation, c'est peut-être plutôt le désir d'essayer, et au double sens du terme, d'éprouver. On éprouve du désir et on éprouve les moyens de le satisfaire, on les met à l'épreuve. Le rôle libérateur de la littérature a été souligné, comme on le sait, par Benjamin, lorsqu'il a vu dans le conte de fées une des, je le cite, des premières dispositions prises par l'homme pour dissiper le cauchemar mythique. Il faisait remarquer que les personnages du conte, le naïf, le frère cadet, le voyageur, mettent en échec les violences de la nature et font de celle-ci leur complice. C'est le mouvement inverse de la remontée vers le cauchemar mythique, vers l'horreur
les derniers mots prononcés par Kurtz avant de mourir, que raconte Joseph Conrad dans Au cœur des ténèbres, qui était le livre de chevet de Malinowski sur son terrain. On pourrait donc avancer que c'est leur destin narratif qui subvertit les religions et les mythes de l'intérieur et que l'accomplissement de ce destin délivre l'homme du mythe. Cette proposition serait particulièrement provocante pour l'ethnologue et de manière générale pour tous ceux et toutes celles qui s'interrogent sur les raisons qui les poussent à écrire. Elle situe clairement du côté de l'avenir l'axe du changement. La littérature y apparaît moins comme déterminée, serait-ce négativement par ses origines mythiques, que comme un surgissement, un risque, une lutte et une invention, une fuite hors du terrain du mythe, si l'on veut, et éventuellement une volte-face pour retourner l'y combattre. Le contraire d'une conséquence, donc, est la poésie d'un commencement absolu. Alors, toute écriture, y compris l'écriture ethnologique, affronte le vide de l'avenir en s'affranchissant du passé. Le thème de la sortie du mythe concerne tout autant la dimension individuelle que la dimension collective. Sans doute peut-on considérer, d'un point de vue ontogénétique, que l'individu, pour grandir, doit se libérer par la parole de son propre fond mythique et non seulement des mythes qu'il partage avec d'autres. Ne pourrait-on alors voir dans le thème de la sortie du mythe un argument, une justification de la psychanalyse? Pas vraiment ou pas seulement. Il faut plutôt insister ici sur la dimension proprement narrative de l'existence individuelle. L'ambition première de Freud était sans doute d'apprendre aux individus à se libérer de leurs démons intérieurs, mais emprunter la voie narrative et non pas seulement la parole et la remémoration pour y parvenir, c'est choisir pour les défier un autre terrain que le leur, un terrain où ils se transforment en personnages. C'est avoir en quelque sorte une conception romanesque de sa propre existence. On me dira qu'on ne peut pas inventer des récits, on ne peut pas demander à tout le monde d'inventer des récits, et on aura tort. Nous passons notre temps à nous raconter des histoires dont nous sommes les héros, ou plus exactement, nous passons notre temps à inventer le récit de notre propre vie, pour en soumettre les différents épisodes à l'appréciation ou aux commentaires de quelques amis, de partenaires fidèles ou des compagnons de rencontre. Paul Ricoeur s'était intéressé aux structures pré-narratives de l'expérience temporelle. Il fait remarquer dans Temps et Récit que la littérature serait incompréhensible si elle ne venait configurer ce qui, dans l'action humaine, fait déjà figure. Narrer sa vie, en outre, c'est échapper non pas à la solitude, mais à l'isolement. Et c'est une thérapie spontanée, sensible au passage du temps, qu'elle dédouble et projette vers l'avenir en le comptant. On ne se sauve de rien ni de personne sans la présence des autres, quelle qu'en soit la forme. La présence effective d'interlocuteurs, la présence escomptée de lecteurs à venir, mais qui donne déjà tout son sens à l'attente de celui qui écrit. L'isolement et le silence, lorsqu'ils surviennent, sont quant à eux à la fois le signe et la cause de la défaite et d'une invasion aussi lente qu'inexorable par les forces du passé. L'écrivain fait donc une expérience particulière de la solitude et l'ethnologue plus encore, parce qu'il sort de lui-même sans pour autant rejoindre complètement les autres. Seul, il s'efforce de sortir de sa culture, de sa langue et de ses habitudes pour se mettre à bonne distance des autres. Vis-à-vis des autres, sa situation est ambiguë. La difficulté de l'ethnologue commence à la première rencontre, au premier témoin. Je faisais allusion tout à l'heure au manuel d'ethnographie qui, tout uniment, recommande à l'ethnologue de mélanger deux attitudes, de regarder les choses de l'extérieur, de prendre ses distances, et en même temps de faire de l'ethnologie participante, de se confondre avec ceux qu'il étudie. Autrement dit, on le condamne au strabisme ethnologique, et c'est peut être un peu déroutant. En outre, il rencontre des individus, bien sûr, pour discuter. Et connaît-on jamais quelqu'un, ou à défaut de le connaître, le comprend-on jamais? Ce que l'on croit pouvoir écrire d'une collectivité ne perd-il pas sa pertinence dès lors qu'on s'approche d'un des individus qui en font partie? Et est-ce que le constat de cette limite ne relativise pas par avance tout ce que pourra écrire l'ethnologue? C'est peut-être ainsi qu'il faut entendre le titre du livre de Michel Léris, L'Afrique fantôme.
s'il est vrai, comme il l'écrit, que tout journal est l'ombre d'un récit fantôme. L'ethnologue serait même toujours hanté, écrit-il dans Brisé, par le fantôme de l'autre livre, celui qu'il n'a pas écrit. Le double de l'ethnologue est donc doublement fantomatique car il naît du passé, car il vient du passé, et il naît d'une expérience qui ne pourra pas être refaite. Le double de l'ethnologue, ce n'est pas seulement cet être abstrait qui se déprend de soi pour mieux observer ou théoriser, c'est la figure concrète du temps, de l'absence et de l'altérité. L'ethnologue, en outre, travaille avec des individus qu'il sélectionne. On ne regarde pas un groupe, même réduit, on ne discute pas avec un groupe de quelques centaines de personnes. Il attire à lui des informateurs. Et par ces questions, des questions perverses, il les invite à tenir ce qu'ils sont considérés comme allant de soi, comme naturel, pour quelque chose de relatif et soumis à l'examen, quelque chose de culturel. En ce sens, il leur impose, comme il se l'est imposé à lui-même, une épreuve de solitude, en les coupant de leur entourage, en les invitant à faire comme lui une expérience de distanciation. On pourrait dire, pour utiliser une fois le mot non-lieu, qu'il les invite à le rejoindre dans cet espace où il n'est ni proprement chez lui, ni vraiment arrivé chez les autres, c'est-à-dire une espèce de non-lieu. Cette forme de solitude est peut-être la seule chose qu'ils partagent. La solitude, ça n'est pas nécessairement l'isolement. Et quels que soient les moments d'ennui que Malinowski raconte dans son journal, Dieu sait qu'il s'est ennuyé, le quotidien de l'ethnologue est fait de rencontres, de questions et de réponses, encombré de va-et-vient et de bavardage. Il peut même parfois chercher à s'isoler pour ne pas se perdre dans le dédale des questions qu'il pose aux autres. Il peut commencer à rédiger, par exemple, à écrire pour se projeter vers d'autres relations encore plus virtuelles, celles qu'il entretient par avance avec les lecteurs qui seront peut-être les siens. Dans cette nouvelle épreuve, il est encore plus seul, surtout lorsqu'il rentre du terrain, du séjour de terrain, pour se retrouver chez lui. Ceux et celles en compagnie desquels ceux et celles en qui il retrouve ne peuvent plus lui tenir la main. Il se rend compte tout d'un coup d'une familiarité passée avec les ethnies, les groupes avec lesquels il se trouvait, qui lui paraissent plus proches lorsqu'il rentre. Et s'il est heureux de les retrouver par l'écriture, parce que c'est son métier, bizarrement, plus il s'éloigne, plus ils lui paraissent proches. Alors qu'au contraire, ceux qu'il retrouve chez lui, n'ayant pas connu son expérience, ne lui sont plus si familiers qu'autrefois. D'où le risque de ne plus être jamais de plein pied avec quiconque. Quelle est donc ce que l'on pourrait appeler l'écriture des anthropologues ? Je paraphrase ici le titre d'un numéro de la revue Rue Descartes qui avait été consacré à l'écriture des philosophes par Bruno Clément et Michel Deguy, entre autres. Il s'y interrogeait sur la place et la justification du style dans une discipline qui n'aspire en principe qu'à la vérité. Pourquoi un philosophe devrait-il bien écrire s'il n'aspire qu'à la vérité ? Et un ethnologue, donc. Michel Deguy répond par quelques suggestions qui, me semble-t-il, peuvent être utilement méditées par l'anthropologue lorsqu'il s'interroge à son tour sur son écriture. Il commence par rappeler le principe d'indivision qui veut que la langue philosophique soit la même que celle des poètes et celle de tout le monde. Il rappelle en même temps que la langue est parlée par chacun à sa façon, à plus forte raison quand elle est écrite. La langue exprime alors la singularité d'une intelligence, ce qu'il propose d'appeler la génialité, terme un peu différent de celui de style, plus formel, et qui exprime moins immédiatement la personnalité de l'auteur. L'indivision et la généralité se retrouvent peut-être, rappelle Clément, dans ce que Emmanuel Lévinas appelait les premiers mots, ces mots que le génie philosophique aurait seul le pouvoir de trouver. Les premiers mots, c'est ce que Deguy appelle le poétique. Les grands termes du poétique, comme seuil ou comme limite, ajoute Deguy, ne sont pas des termes spécialisés, mais de puissantes figures extraites du langage commun. L'anthropologue pourra ajouter que ces puissantes figures, le seuil, la limite, appartiennent aussi non seulement au langage de l'anthropologie,
au langage et aux représentations de ceux qu'étudie l'anthropologue. Le seuil, le carrefour, la limite, ce sont les grandes options symboliques de toutes les sociétés, et on les retrouve dans les figures divines de Hermès, bien entendu, ou aussi bien du Legba ou du africain, ou du Eshu de Sud-Amérique. Au fil de leur entretien, les deux philosophes esquissent deux autres thèmes qui font comme un étrange écho aux questions de l'anthropologue. Abstraction de soi, ascèse, sublimation sont le propre du philosophe, avance-t-il d'abord. L'abstraction se définissant comme le mouvement allant du plus subjectivement impliqué à l'extension la plus vaste. Impossible de ne pas penser alors aux formules de Lévi-Strauss qui font allusion à la nécessité pour l'ethnographe d'adopter un point de vue suffisamment éloigné pour pouvoir s'abstraire des conditions particulières à telle société ou telle civilisation, y compris les siennes. Il s'agit en somme pour l'anthropologue de se dépendre de soi, non seulement pour mieux entendre les autres, la déprise signifiant alors simplement le refus de l'ethnocentrisme, mais pour se détacher, à titre de méthode, de toute référence sociale quelle qu'elle soit. Bref, de passer de la perspective ethnologique, qui repose sur une expérience particulière, à la perspective anthropologique, qui transcende la somme de toutes les expériences possibles. Le second thème est celui du double. On peut en effet se demander qui est et où se situe celui qui se déprend de soi. Dans le cas de l'anthropologue, on ne peut peut-être pas se contenter de la figure du dédoublement, du compagnon qu'évoquait Maurice Blanchot, ou même du surmoi freudien. Le double est autre chose que cela, si Lévi-Strauss a raison de condamner l'ethnologue à une sorte de déracinement chronique qui serait le signe ou l'effet de sa vocation. Et Léris a encore plus raison de faire de l'ethnologue selon son cœur ce qu'il appelle un errant qui court après son œuvre comme après ceux qu'il voudrait rencontrer et comprendre. L'ethnologue, en somme, a d'autres doubles que le philosophe. Ils ont l'un et l'autre, c'est entendu, un double d'eux-mêmes qui s'abstrait du réel et dont on peut imaginer qu'il est celui qui écrit. Ils ont l'un et l'autre des grands auteurs de référence et l'on peut imaginer qu'avec certains d'entre eux, la relation est si étroite qu'ils s'identifient peu ou prou. Mais l'ethnologue a une expérience particulière de la solitude. Certes, il n'a jamais spéculé seul. Il a eu des informateurs, il a rencontré des individus très concrets. Il les retrouve peut-être encore s'ils ne sont pas morts et s'il voyage encore un peu. Quand il rêve aux livres qu'il aurait pu écrire, ou mieux écrire, ce sont des paysages précis, des visages très présents et des énigmes dont il n'aura jamais la solution qu'il garde en tête. Ces autres, à lui, oserais-je dire, ont plus de réalité, de chair et de sang que ceux du philosophe. Et ces doubles se coulent plus intimement dans le cours de son existence. Ils y tournent, en repartent et y retournent, toujours un peu perdus, quelque part entre souvenir, imagination et écriture. L'écriture, quant à elle, de façon générale, je la définirais volontiers comme rituel, en ce sens qu'elle n'a pas de passé. Ou si elle a un passé, ce passé n'est pas l'essentiel. Elle n'existe que pour transmettre ce qu'elle crée. En ce sens, elle est rituelle, car le rite, c'est une activité qui a des formes, donc un passé, mais qui n'est réussi que s'il ouvre sur l'avenir, que s'il réussit ce mouvement d'ouverture. Quelle que soit sa matière première, l'écriture n'a de sens que par l'accueil que lui réserveront les autres. Et c'est dramatique. Avec l'écriture, une histoire commence, en fait. Mais l'écriture anthropologique n'est pas n'importe quelle écriture. Elle traite d'autres auxquels l'autre n'a accédé qu'au terme d'un voyage lui-même double, voyage intérieur et déplacement dans l'espace simultanément. Elle naît d'une expérience empirique dans laquelle l'anthropologue est impliqué et dont elle doit rendre compte dans sa totalité pour être honnête, c'est-à-dire aussi proche que possible du réel. Elle laisse entendre un paradoxe, ou même deux paradoxes. Le paradoxe du spécialiste en sciences sociales
qui prétendent être des sciences de la relation et du symbolique, le parcours de l'ethnologue, tel qu'il peut en rendre compte par l'écriture, est aussi, et peut-être avant tout, une variation sur des formes diverses de solitude, celle du départ, celle de l'arrivée, et plus définitive ou plus irréversible encore, celle du retour. Mais c'est assez parlé de la solitude de l'ethnologue. Il faut maintenant que je dise quelques mots de ce qu'est ou de ce que n'est pas une ethnologie de la solitude. Une ethnologie de la solitude, ça ne peut pas exister. En effet, l'ethnologue a affaire à la relation. Ce qu'il étudie dans un groupe donné, c'est un ensemble de relations, des relations qui ont des noms précis, qui sont codifiées, mais qui appartiennent toutes au domaine du symbolique. Ce domaine du symbolique que Lévi-Strauss a bien résumé dans son introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, lorsqu'il explique que dès l'apparition du langage, il a fallu que l'univers signifiât. Et cette distribution du sens sur l'univers s'est faite de façon arbitraire, non pas irrationnelle. Il y a des oppositions qui renvoient toujours à quelque chose, mais arbitraire. Et cette distribution, elle concerne aussi bien la nature que la nature humaine. C'est-à-dire que c'est d'un même mouvement, me suggère Lévi-Strauss, que se crée l'organisation sociale et la mise en forme de la nature. De fait, c'est une expérience que tous les ethnologues peuvent faire, où qu'ils aillent, que dans toutes les cultures, une attention extrême a été portée à l'environnement extérieur. Tout est noté, tout est posé en termes d'opposition, et peut-être de façon... S'y mélange l'observation, parce qu'il n'y a pas de classement stupide, et un certain arbitraire, effectivement. Mais l'environnement est toujours extrêmement connu. Comme est connue l'organisation sociale qui préside à cette mise en forme. Ce qui fait que, d'une certaine façon, Lévi-Strauss encore, et toujours dans l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, peut dire que c'est celui qui s'aliène, c'est celui qui consent à vivre dans une société que définit le rapport de soi à autrui. Tout cela, en effet, relève de l'a priori symbolique, et ce que nous appelons les règles de parenté, les règles de filiation, les règles d'alliance, les règles de résidence dans leur extrême diversité, qui sont généralisées. Il y en a partout, ce ne sont jamais les mêmes, mais elles sont partout présentes, définissent une présence des positions vis-à-vis desquelles il n'y a pas de liberté individuelle. Elles sont là comme ça, a priori. Ce qui fait que, au fond, l'ethnologue, en tant que tel, n'a jamais affaire à des individus, il n'a pas à s'intéresser à des individus. Et c'était la limite de son exercice que Lévi-Strauss remarquait à propos de la notion de fait social total utilisée par Mauss, parce que, alors un fait social total, c'est une institution dans laquelle sont impliquées les dimensions économiques, politiques, religieuses, etc., toutes les dimensions du social. Mais Lévi-Strauss ajoute, pour comprendre vraiment un fait social total, il faudrait prendre conscience de la conscience qu'en prend chacun des individus qui en sont partie prenante. C'est un rêve qu'un romancier n'oserait même pas envisager. Et c'est le rêve du romancier divin que critiquait Sartre. Et l'ethnologue, lui, n'a pas à se soucier de tout cela parce que, au fond, ce qu'il décrit, c'est la mise en ordre de la société. Je prends l'exemple, par exemple, de la sorcellerie, des mises en cause, ou plus généralement de l'étiologie sociale dans une maladie. Vous savez que dans beaucoup de sociétés, quand quelqu'un meurt, ou quand quelqu'un tombe malade, on cherche la cause. Et la cause est toujours humaine. Alors, il y a des a priori dans cet arbitraire du symbolique que je décrivais, qui expliquent par avance où on peut chercher. Par exemple, dans une société matrilinéaire, on dira que c'est forcément dans le matrilignage. L'oncle maternel peut faire du mal à son neveu.
Mais bien sûr, si ce n'est pas ça, ça peut être le père aussi, parce que le père, il a de meilleures relations en principe, mais si les relations sont mauvaises, il peut maudire son fils, et ça a une des vertus terribles. Ou bien ça peut être encore autre chose, parce que peut-être que celui qui est mort voulait du mal à quelqu'un d'autre, mais il est tombé sur plus fort que lui, etc. Et puis en fin de compte, comme les prétendus, je dis sorciers, mais ce n'est pas le mot que l'on utilise localement, on utilise toujours le mot homme assorti d'un préfixe qui fait allusion à un pouvoir de force, une force supposée, mais disons sorcier entre guillemets pour faire vite, eh bien, ces sorciers sont souvent présentés comme constituant un double de la société, ayant leur entente entre eux, et ils peuvent, comme dans un film d'Hitchcock, échanger leurs crimes. Autrement dit, allez savoir, quand quelqu'un meurt, qui est le responsable. Eh bien, il y a toute une enquête qui se déroule, et quand je travaillais dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans des populations lagunaires, j'ai eu l'impression de vivre pendant des mois une sorte de roman policier à répétition, parce que chaque événement de ce genre pouvait susciter des enquêtes très longues, et qui évidemment étaient d'autant plus difficiles que les groupes intéressés ont des rapports de force entre eux, et qu'il faut décider de ce qui va se passer. En fait, ce sont des rapports de force qui souvent concluent les choses, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'événement. Une fois que l'événement est expliqué en termes de structure, qu'on a pu rabattre l'événement sur la structure, les choses vont bien. C'est la remise en ordre, c'est la remise à zéro. Et c'est pour ça que quelquefois on a confondu un peu les choses peut-être, parlant de société sans histoire. Mais ça n'a rien à voir avec cela. C'est une défiance à l'égard de l'événement. Et c'est une pratique d'explication de l'événement qui ramène tout cela à l'ordre préexistant. Nous avons des équivalents de tout ça, bien sûr. Alors, autrement dit, l'ethnologue, il n'a pas affaire à des individus, il regarde le fonctionnement d'un corps social qui est strictement défini. Alors ce corps social, il a ses règles. La perversité de l'ethnologue, c'est d'expliquer à ses interlocuteurs que ces règles sont relatives et qu'elles pourraient être différentes. Et au fond, il a réussi son coup quand ses interlocuteurs lui demandent « Et chez toi, comment ça se passe ?» Parce que tout le monde rentre dans la machine relativiste. Néanmoins, ce qui compte, c'est que les relations de filiation, les relations d'alliance, les relations de résidence, les relations d'âge, de génération, sont décortiquées avec une extrême finesse et qu'elles prennent toute leur signification, évidemment, dans un contexte particulier. Il y a des villages qui se situent sur des voies commerciales, il y en a qui font partie de royaumes, il y en a qui sont plus isolés. Et c'est ce contexte qu'il faut prendre en compte, bien entendu. Il faut prendre en compte aussi, pour l'ethnologue, prendre en compte le fait de sa présence, car sa présence perturbe les choses. Ce qu'il observe, c'est évidemment une scène sur laquelle il se trouve et qui donc n'est pas innocente. D'ailleurs, une bonne partie des premiers mois, des premières semaines qu'il passe, il doit expliquer sa présence, parce que pourquoi allez-vous trouver des gens pour leur dire « je vais m'intéresser à votre système de parenté », ça n'a pas de sens. Alors on soupçonne qu'il vient peut-être de la part de l'administration, surveiller comment se passent les choses, des choses comme ça. Une fois qu'il a réussi à se faire admettre, il ment toujours un peu. En Afrique, je mentais en disant que je venais faire l'histoire, parce que l'histoire leur plaisait bien, justement, contrairement. Et alors par l'histoire, on remontait à l'organisation des choses. Mais aujourd'hui, une anthropologie de la solitude est possible. Je dirais que l'ethnologie, c'est une ethnologie du trop-plein symbolique. Du trop-plein parce qu'à cause de cette organisation extrême qui pèse sur l'individu, d'ailleurs, en termes tels qu'au fond, il n'arrive pas à éprouver à se trouver seul.
Et ça pourrait peut-être même à certains égards lui paraître un idéal. On n'est jamais seul en Afrique. Et ce qui s'est passé pourtant, on disait tout à l'heure que j'avais d'abord travaillé en Afrique et puis qu'ensuite je m'étais retourné vers les villes et notre monde. C'est cela et ça n'est pas tout à fait cela. C'est parce que l'Afrique, elle bougeait aussi pendant que j'y travaillais. Et j'ai continué, j'ai travaillé un peu autrement tout en continuant à aller en Afrique, etc. Parce que le monde bougeait. Ça, c'est un phénomène de génération. J'ai le sentiment d'avoir eu le privilège, si c'en est un, d'être passé ma vie durant de la colonisation à la globalisation. Ce qui me permet d'ailleurs de définir la première comme la première figure, la première apparence de la seconde. Alors, cette présence perturbatrice de l'ethnologue, maintenant, elle est un peu différente, où que l'on soit, en Afrique ou ailleurs, ou en Amérique latine, ou dans les banlieues parisiennes, où que l'on soit. Parce que des références apparaissent globales qui nous sont communes à tous. D'une certaine manière, si je travaille aujourd'hui dans quelques groupes que ce soit, le contexte a changé parce que le contexte ne s'arrête pas aux limites territoriales immédiates. Le contexte, finalement, c'est le globe, la planète. Même un petit groupe d'Indiens perdus au fin fond de l'Amazonie, vous ne pouvez pas rendre compte de son mode de fonctionnement si vous ne tenez pas compte de ceux qui l'assistent, etc. Bref, toute une organisation qui renvoie à la planète. D'ailleurs, vous trouvez dans les groupes les plus traditionnels des jeunes gens qui se militent dans les groupes indigènes pour revendiquer, etc., des choses. Donc, nous sommes dans un changement de perspective, un changement d'échelle qui est très net. Et d'une certaine façon, ça peut faciliter les choses à l'anthropologue. Je suis un de ceux que j'observe. Mais il y a d'autres formes de solitude. Et elles apparaissent cette fois-ci, contrairement au contexte traditionnel de surcharge symbolique. Nouvelle forme d'isolement. D'abord, les gens bougent. Nous sommes d'instinct toujours attachés à l'idée du lieu et de l'enracinement dans le sol, mais nous devons bien prendre acte du fait qu'une grande partie de l'humanité s'est remise en marche, comme plusieurs fois avant maintenant, et les mouvements de migration sont considérables. Alors il y a plusieurs sortes de migrations, bien sûr, et il y a des migrations très solitaires d'individus qui se sauvent parce qu'ils n'en peuvent plus, au risque de leur vie. Il y en a qui sont des victimes de la famine, il y en a des victimes de la guerre, il y a des victimes de toutes sortes. Il y en a qui sont rassemblés en camps. Et les camps, c'est une nouvelle forme d'anthropologie qui peut se faire, étudier la reconstruction d'une société dans les camps. Et il y a des camps qui existent depuis des années et des années, des dizaines d'années, comme les camps palestiniens au Liban. Et donc, bien entendu, il y a des gens qui habitent là, qui y sont nés de plusieurs générations. Cette mouche, elle ne veut pas me laisser seule. Voilà. Alors, des formes nouvelles d'isolement, on en trouve d'autres. On en trouve d'autres au moment où on assiste dans les pays les plus développés à l'échec d'une notion de culture dont l'entreprise avait pris le contrôle. La culture d'entreprise, c'était un mot, un concept qui a eu ses jours de gloire, au point que certains politiques parlaient de gérer les États comme on gère une entreprise. Et cet échec de la culture d'entreprise, je crois que l'un des
l'un des mérites de la crise actuelle, c'est d'ailleurs de le faire apparaître crûment, c'est-à-dire non seulement les différences de salaire entre les dirigeants et les employés, qui atteignent des proportions énormes, mais la différence d'intérêt entre les dirigeants, les employés et les propriétaires actionnaires, puisque les actions montent quand on licencie. Autrement dit, le modèle de la culture d'entreprise comme modèle de l'intégration sociale et de la solidarité entre les gens ne marche pas. En outre, ce thème de la solitude est un des thèmes qui apparaît aujourd'hui souvent dans le malaise des travailleurs dans les sociétés. On a beaucoup parlé de l'épidémie de suicide à France Télécom, dans d'autres institutions aussi, y compris d'ailleurs Peugeot. Or, dans les enquêtes qui ont été faites à ce sujet, souvent est invoqué le fait de ne plus compter pour personne. C'est des formes de travail très isolées, notamment dans les relations clients, ce qui fait que celui qui travaille est directement dépendant de celui qu'il contrôle sans qu'il y ait une solidarité de corps. Certains des suicidés se sont expliqués là-dessus avant de mourir et ont expliqué qu'ils avaient le sentiment de ne plus compter pour personne. C'était donc très littéralement la forme la pire, l'isolement. En fait, il y a là tout le désordre du monde actuel, de la globalisation actuelle, qui, d'un point de vue intellectuel, est évidemment passionnant à étudier, mais qui correspond à des situations assez dramatiques. L'isolement, ce qui fait peur dans la figure du migrant, par exemple. Bien sûr, il y a tous les phénomènes liés au racisme, à l'étrangeté, etc. Mais il y a autre chose, je crois. Le migrant, y compris quand il réussit, il est la figure qui décourage celui qui s'accroche à son lieu. Parce qu'il souligne la relativité du lien à l'espace, puisqu'il a réussi le parcours inverse, lui. Il s'est détaché de son lieu. Et je crois que c'est une des formes du malaise qui gêne parfois les sociétés avec de nombreux migrants. Mais il y a autre chose. C'est que Fukuyama, avec son thème de la fin de l'histoire, avait composé le dernier grand récit, pour reprendre l'expression de Lyotard, le dernier grand récit, mais qui est un récit libéral et non plus socialiste ou utopie. Mais c'est aussi une utopie. Il a dit qu'au fond, il y avait un accord presque acquis sur la formule idéale de société, démocratie représentative et marché libéral. Et que, avec plus ou moins de retard, on reprend toujours les mêmes métaphores, on arriverait à cette vision-là. Simplement, il y a des choses qui ne marchent pas là-dedans. Je parlais de la culture d'entreprise qui était un échec d'une certaine manière. Toutes les enquêtes montrent que la pauvreté, de même que l'ignorance, augmente dans le monde. C'est-à-dire que l'écart entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres ne cesse de s'accroître. De même que l'écart entre ceux qui sont les plus proches d'un rapport à la connaissance, un rapport cohérent à la connaissance, de ceux qui sont analphabètes ou complètement hors du coup. Cet écart s'accroît en même temps que s'accroît la population mondiale. On me faisait remarquer l'autre jour qu'aujourd'hui, il y a 50,1% de gens qui ne sont pas analphabètes dans le monde et que c'était un pourcentage qui avait augmenté par rapport à il y a un siècle, etc. Oui, seulement au début du XXe siècle, la population du monde était ce qu'est la population de la Chine aujourd'hui. Autrement dit, ce dont se félicitait celui qui me parlait de ces 50%, c'était du fait qu'il y avait 3,5 milliards d'analphabètes dans le monde.
Alors, cela, c'est assez préoccupant, d'autant que c'est un univers en expansion et que les écarts s'accroissent, y compris dans les pays émergents, où les pays émergents réduisent l'écart entre populations, mais les écarts entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres sont à l'intérieur de ces pays-là aussi considérables et même plus considérables que dans les pays développés. Autrement dit, nous marchons vers une société planétaire, mais pas vers une démocratie planétaire. Nous marchons vers une sorte d'oligarchie et composée d'une classe dominante, celle pour qui la planète est déjà un parcours normal, et qui a sa diversité d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément des chefs d'entreprise ou des grands. C'est des hommes politiques, c'est des artistes, etc. C'est des grands sportifs, etc. Il y a au milieu la classe des consommateurs qui est essentielle pour faire marcher le système, parce que nous sommes dans une démocratie de la consommation. Et donc le moteur de la consommation est absolument indispensable au bon fonctionnement d'ensemble, et chaque consommateur a son devoir de consommation. Il y a des mécaniciens qui veillent à la bonne tenue du moteur. Et puis la troisième classe, c'est les exclus. Sans compter que ce qui n'est pas encourageant, c'est que peut-être le marché, l'économie n'a peut-être pas besoin d'une extension du marché. C'est-à-dire que le renouvellement de l'offre suffit. Vous savez bien que dès qu'un ordinateur est en panne, on ne le remplace pas, on le remplace, on ne le répare pas. De même, on crée de nouveaux besoins, de nouveaux désirs qui deviennent des besoins. Et donc, il n'est pas absolument indispensable de penser que, par exemple, l'avenir des régions les plus pauvres ou des zones les plus pauvres de la société est promise à la prospérité par les besoins du marché qui auraient besoin qu'on achète. Non, je crois que le renouvellement passe par l'offre et non pas par la demande aujourd'hui. Autrement dit, il y a là quelque chose de dramatique et de menaçant et qui intéresse notre sujet parce que je crois que les formes de peur qui s'attachent à la crainte de l'exclusion passent par un sentiment de solitude ou d'isolement ou de menace de rejet qui est extrêmement aigu. Autrement dit, nous sommes passés aujourd'hui d'une ethnologie du trop-plein à une anthropologie de la solitude. Mais cette anthropologie de la solitude, est-ce qu'elle peut en rester là? Est-ce que ça suffit? Bien sûr, on est bien obligé d'en rester là, parce que l'anthropologue, il essaie de décrire des choses. Il n'est pas un prophète. Mais s'il cédait un instant à la tentation de la prophétie, il dirait que la seule chose qui puisse lutter contre la fatalité de l'isolement, c'est une utopie de l'éducation. Une utopie parce que, bien sûr, nous voyons bien que l'éducation coûte cher. Il y a des programmes d'ailleurs, mais largement insuffisants par rapport à ce que seraient les besoins. C'est une véritable révolution dont on aurait besoin. Je ne sais pas moi, des classes de 4 ou 5 personnes parfois. Et puis, l'Europe a renoncé à aider au développement de l'éducation dans d'autres parties du monde. Autrement dit, nous avons là une tâche urgente et que nous ne remplirons pas. C'est pourquoi c'est utopique. Mais c'est utopique relativement, car après tout, pensez à l'avenir, aux avenirs respectifs du fils d'un professeur à Harvard et de la fille d'un paysan afghan. Évidemment, ils sont sur deux planètes différentes. Mais il n'y a rien de génétique là-dedans. Si vous changez les places, vous allez avoir quelque chose d'autre. Alors il faut changer les places, non pas les changer, mais bouger les places. Cette utopie de l'éducation, bien sûr, on peut essayer de la réaliser progressivement. Ça sera très insuffisant.
Mais elle pourrait se faire justement au nom du droit à la solitude. Car, encore une fois, la solitude n'est pas l'isolement. La solitude, c'est un sentiment que peut éprouver avec satisfaction un individu pleinement épanoui. Qu'est-ce que c'est qu'un individu pleinement épanoui? C'est un individu qui, d'une part, bien sûr, existe par rapport aux autres, parce qu'il n'y a toute identité individuelle se construit par négociation avec l'altérité. Depuis la naissance, c'est comme ça, et nous avons besoin des autres et des relations pour affirmer notre identité individuelle. Mais nous avons besoin aussi de croire à la présence en nous de l'homme générique, indépendamment de notre sexe, de notre position, de notre place. Quand on dit l'homme a marché sur la Lune, on ne pense pas nécessairement aux Américains. C'est l'homme générique. Et l'individu accompli, ça serait celui qui sentirait en lui, ou dont les autres reconnaîtraient en lui, la présence de l'humanité générique. Le droit à la solitude, c'est cela. Et il s'imposerait contre la fatalité de l'isolement. C'est tout au moins ce que l'on peut souhaiter. Merci beaucoup.